Johnny Musula Casiela Mokokana Musula Casi Mandiale Mosoya Fumbaye Mokokana Musudoro Manie Mokokana Musulu Biranju Ehenimento Colori Biranju Donde Moso de mi wali jubani, moso ya ekoai, tu se que famuvi, eleve, eleve, oh, eleve. Ivalu. Très chers sœurs et dames, honorables invités, en vos rangs et grades, bonjour et bienvenue à cette conférence, une conférence organisée par Onomo Hotel et Mosso TV dans le cadre de la célébration du 22 septembre 1960. Nous remercions beaucoup nos chères femmes battantes qui sont ici présentes. Et de ce fait, j'invite Madame le ministre Sidan Damba à rejoindre ici, s'il vous plaît, à vous asseoir devant, s'il vous plaît. Madame Diallo Kama Sakiliba de l'Organisation panafricaine des femmes, de aussi rejoindre la salle, le devant,
de Madame Mariam Touré, chargée des droits de l'homme et genre ECAP Sahel Mali, de Madame Bintou Founé Samake, présidente WILDAF, et de Maître Kadiatou Sankaré. Rappelons que cette conférence est organisée par Mousso TV et Onomo Hotel, donc on est dans la commune 3. Et je salue Madame la maire, Madame Djiré Mariam Diallo pour sa présence. Rappelons aussi que le thème de cette conférence est d'apprendre de l'évolution du statut de la Malienne de 1960 à nos jours. Mesdames et messieurs, l'amélioration du statut de la Malienne est devenue un objectif pour des hommes et des femmes qui se sont battus, qui se battent toujours et qui se battront. C'est dans ce sens que la célébration de la fête nationale du Mali est vue par Mousso TV comme une occasion pour apprendre du statut de la Malienne de 1960 à nos jours. Une occasion qu'elle a voulu exploiter à travers cette conférence, que vous tous ici présents rendez plus belle par votre présence, et qui sera animée par des grandes femmes battantes de notre pays. Il s'agit de Madame la ministre Séna Damba qui a accepté notre invitation pour être la présidente de la conférence, de Madame Diallo Kamasakiliba, de l'Organisation panafricaine des femmes, de Madame Mariam Touré, la chargée de droits de l'homme de genre ECAP Sahel Mali, de Madame Bintou Founé Samake, la présidente de WILDAF, et de Maître Khadija Sankaré. Tout en remerciant les conférencières et les différents partenaires, à savoir Onomo Hotel et Baramousso, nous tenons à dire que nous resterons ouverts à toute autre structure ou toute autre personne souhaitant se joindre à nos conférences, que ce soit en tant que conférencière ou en tant que partenaire. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le très riche programme de cette conférence qui s'ouvrira par la prestation de la griotte Korotimi. Merci. Muso kɛla ministre muso kɛla maire kɛla député franchement musoya ye fɛnba ye musolankoloni de ko fɛn fitinin do ani y'a sɔn kulisi la a tɛ mɔnɛ bɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ yɛrɛ kunna musoya ye fɛnba de a ye dɔ fara min kan. Muso devi wali jubangi muso ya ekoe muso devi ke ali president fele ikana jo muso la dunya so achamae ayenya
ne bi wasoli musoya ye ne bi waso kɛ aw ma musolu ye teve musolu ye yɛlɛma hɔrɔnya dila musolu ma an ka ɲaga musoya ye kowa ye muso kɛla minisiri ye muso kɛla faama ye musoya ye kowa ye musoya aye ɲa ni musoya ye musoya ye kowa ye sa o muso mi wara. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Alors, tout de suite et maintenant, nous allons laisser la parole à Madame Djiré Mariam Diallo, qui est la maire de la commune 3, pour nous dire quelques mots. Madame Djiré, sur vos évasions. Aouzu billahi mina shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Le programme ne prévoyait pas d'intervention du maire. Secondo, j'ai été invité en tant que membre du réseau, mais pas en tant que maire. Mais j'ai accepté de jouer ce rôle, l'indépendance, le statut de la femme, l'amélioration, en tant que membre du réseau. Mère, grâce à Dieu, grâce à vous tous. Donc, j'ai accepté de m'adresser à vous et dire merci au Tout-Puissant qui nous a donné cette chance d'être ensemble ce matin. D'être ensemble pour parler de notre destin commun. Le Mali, la femme malienne. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage à nos aînés, nos mamans, nos parents, qui ont tout donné, souvent au sacrifice de leur vie. Je vous demande une minute de silence. Merci. Donc, je ne vais pas anticiper. Il y a des voix plus autorisées que la mienne pour nous parler de ces pionnières, mais je ne vais pas m'empêcher de citer quelques-unes. Tanti Sira Diop, paix à son âme. Madame Maïga, Jeanne, paix à son âme. Et Madame Damele Sata Djiré, la liste est longue. Donc, c'est pour moi un honneur et tout un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel Onomo qui se situe en commune 3. La commune 3, votre commune, c'est la famille. Et si je dois souhaiter la bienvenue, c'est avec plaisir. Vous êtes chez vous. Donc, c'est une initiative à saluer. Je remercie Madame la Présidente et l'hôtel et les conférencières
tout à l'heure, peut-être qu'on va rentrer dans le vif du débat. Mais d'ores et déjà, je trouve que cette conférence, elle est très importante pour moi. Surtout que c'est l'occasion, ça a été pour moi l'occasion aujourd'hui de retrouver des sœurs que je ne vois pas depuis très longtemps. Même hier encore, j'étais en train de discuter avec une dame. Parce que pour moi, on ne doit pas baisser la garde. On doit continuer à travailler. Comme notre maman, Tanti Sira Diop, paix à son âme, et pour partager une confidence avec vous, un jour, elle était avec sa béquille, elle est venue au niveau de la mairie. C'était pour voir si son nom était sur la liste électorale. Je l'ai suivi, j'ai dit, pourquoi vous n'avez pas envoyé quelqu'un pour venir voir? C'est elle-même qui a fait le déplacement. Dans notre culture, on se dit, on est grand-mère, maintenant c'est fini, donc on ne doit plus intervenir, on doit rester en marche. Non. Tant qu'on est bien portant, on peut faire quelque chose, on doit continuer à travailler. Donc, merci beaucoup et bonne suite des débats. Sans plus tarder, nous allons voyager dans la poésie avec nos Maliennes de demain qui vont venir faire une poésie, nous faire revivre les années de 1960. Nos jeunes filles sous vos ovations. Pour venir se réfugier dans les parcs de bétail avec leurs enfants, au milieu des moustiques et des bactéries. Je prie pour un Mali où les conditions de vie sont favorables à son développement. Je prie pour un Mali meilleur, un Mali où tous les enfants ont un sourire sur leur visage. Un pays où le taux d'alphabétisation avoisinerait les 100%. Je prie pour que l'éducation de mon pays soit la meilleure du monde. Voir le Mali prendre sa place et toute sa place dans le concert des nations. Je prie pour que les conflits internes de mon pays cessent. Je prie pour un Mali réconcilié et soudé. Je prie pour que mon pays, le Mali-Bas, soit le plus envieux du monde. Vive la paix au Mali. Vive un Mali réconcilié avec ses filles et ses fils. Nous vous remercions. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Tante Sina Damba pour rentrer dans le vif du sujet de cette conférence. Merci beaucoup, Madame ou Mademoiselle la maîtresse de cérémonie. Merci beaucoup. Et bonjour à toute l'assistance. Je voudrais commencer cette modération en demandant la permission à Madame Djiré, présente dans la salle, Madame le maire, qui a été mon professeur au lycée. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu une éducation de qualité et nous en glorifions. Je suis fier de l'avoir ici dans cette salle. Je voudrais dire un grand bonjour à toutes ces grandes dames ici présentes dans cette salle, également à nos filles qui sont là, à nos petits-enfants qui sont là. Je vois un jeune garçon bien habillé en blanc. Donc merci à tout le monde. Et je voudrais aussi saluer la présence de mon aînée, Madame Diara Afsatou Thiro, qui est également présente dans cette salle, et qui a été celle qui a fait du ministère de la promotion de la femme ce que nous connaissons aujourd'hui. Elle a eu la chance, après le commissariat à la promotion de la femme, le département de la promotion de la femme a été créé et c'est elle qui a eu à donner un contenu à ce ministère-là. C'est elle qui a eu à créer toutes les structures au niveau national et toutes les structures au niveau régional. S'il y a un ministère de la promotion de la femme aujourd'hui, je pense qu'elle est l'artisane de la création de ce département-là. Elle mérite vraiment des ovations. Et toutes les femmes qui sont là, c'est des femmes ministres, c'est des femmes leaders, c'est des femmes responsables d'associations, c'est des femmes entrepreneurs. Vraiment, la salle, elle est bien servie aujourd'hui. Donc, merci à vous toutes d'être présentes à cette conférence-là. Et je profite pour remercier également Mousso TV et Onomo Hôtel qui ont eu ensemble l'idée d'organiser cette conférence sur
l'évolution du statut de la femme de 1960 à nos jours. Et je pense que vous allez être bien servis au regard de la qualité de celles qui vont animer les différents thèmes ici. Autour de la table, vous les voyez, toutes ces dames sont des grandes dames avec grand D qui ont fait leurs preuves au Mali et qui ont fait leurs preuves également au plan international. Chacune dans son domaine, chacune dans son secteur. Donc nous allons être très bien servis. Et nous commençons avec un retard qu'il faut chercher à combler, mais je pense qu'on est très intéressé par tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et nous aurons, j'espère bien, la patience d'attendre jusqu'à la fin de la conférence et on sera servi comme je venais de le dire. Et donc il y a le thème central, comme vous l'avez vu, c'est l'évolution du statut de la femme malienne de 1960 à nos jours. Et en déclinant ce thème, il y a plusieurs aspects qui vont être touchés, notamment l'évolution du statut de la femme sur le plan juridique, et l'évolution du statut de la femme sur le plan économique, sur le plan de l'accès à l'éducation, sur le plan social, sur le plan politique. Donc il y a tous ces aspects-là qui vont être abordés et on terminera par le rôle de la femme dans l'émancipation et les luttes d'indépendance en Afrique, qui sera animé par Mme Diallo et Kamasa Kiliba. Donc Maître Khadija Sangaré a un programme un peu serré, donc elle souhaitait prendre la parole en premier pour pouvoir se libérer parce qu'elle a un agenda. Donc nous sommes d'accord avec cela et nous allons donc lui donner la parole pour qu'elle puisse décliner son thème qui porte sur le statut juridique de la femme au Mali. Qui mieux que Maître Sangaré pour nous parler du statut juridique de la femme, avocat de son État, une grande combattante des droits de l'homme, et qui lui a valu d'être ministre, qui lui a valu d'être député à l'Assemblée nationale, qui lui a valu également d'être au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme au Mali. Donc, qui mieux qu'elle, effectivement, pour nous parler de cette thématique-là. Maître, vous avez la parole. Saluer toutes les grandes dames qui sont dans cette salle, et toutes les femmes ministres, toutes les femmes leaders qui sont dans cette salle. Et remercier M. TV et Onomu pour l'organisation de cette importante conférence. Comme j'ai la chance de passer en première position, je voudrais introduire en disant que depuis avant les indépendances, les femmes maliennes se sont battues dans la lutte anticoloniale et aussi pour défendre leurs droits. Et je ne voudrais pas empiéter sur le thème de mes autres collègues. Et je voudrais dire que les femmes se sont battues, je l'ai dit, depuis l'indépendance, pour la conquête de l'indépendance, pour l'avènement de la démocratie. Et les femmes maliennes, il faut dire qu'ont participé à tous les changements. Elles se sont battues à tous les changements. Malheureusement, quand il s'agit de partager le fruit, il y a eu quand même des problèmes. Donc, mon thème, c'est le... J'avais essayé de traiter beaucoup de sujets, mais je vais me limiter à l'aspect juridique, l'évolution du statut de la femme sur le plan juridique. Donc, je vais commencer par les années 60. Je pense que le statut juridique de la femme en 1960 a changé avec l'avènement après du code de la famille. J'ai du mal à parler du code du mariage et de la tutelle. C'est ça. Le statut de la femme malienne a changé avec... nous avons dans la salle des aînés qui sont là, qui pourront me corriger s'il y a des erreurs. Je crois que ça s'appelait le code du mariage et de la tutelle, qui a changé le statut de la femme avec le consentement au mariage. Je crois que ça a même été une chanson de Tata Bambo qu'il faut saluer, que Minkadimi Okadi Nyoroma. Donc, ça a commencé avec le consentement dans le code du mariage et de la tutelle. Et ce code, progressivement, qui était révolutionnaire à l'époque, avec l'avènement du consentement de la femme dans le mariage,
progressivement, ce code est devenu caduc et anachronique. Et nous sommes là, toutes les femmes militantes sont là, nous sommes beaucoup battus pour que ce code change. Et ça a été très difficile. Et je voudrais saluer ici Madame le ministre, Madame Diarra Afsat Tchero, qui a été une des grandes animatrices de ce combat, pour que le code du mariage et de la tutelle change pour améliorer le statut juridique de la femme malienne. Ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup de combattantes qui sont dans la salle. Ça n'a pas été facile. Et progressivement, nous sommes arrivés aux années, en 2011, je crois, après plusieurs difficultés, justement. Après plusieurs difficultés, beaucoup de femmes ont souffert de la relecture du code du mariage et de la tutelle. Nous étions opposés aux associations religieuses. Et en 2009, il y avait une mouture qui était passée à l'Assemblée. Malheureusement, les associations religieuses étaient parvenues à faire annuler ce document, donc on a encore repris pour enfin avoir en 2011 le code des personnes et de la famille. Donc je vais citer progressivement les textes du code de mariage et de la tutelle. On est arrivé en 2011 au code des personnes et de la famille. Et les constitutions aussi, sans oublier les constitutions aussi, la constitution aussi de 92 aussi, dans son préambule, qui parle aussi de l'adhésion du Mali aux différents textes de promotion et de protection des droits de la femme. Il y a aussi les textes sur le plan international, régional et international, des textes que le Mali a ratifiés. Je voudrais citer la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le CEDEF, et au protocole, à son protocole facultatif. Il y a aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme. C'est le protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme du protocole de Maputo en 2005 que le Mali a aussi ratifié. Le Mali a également adhéré en 2005 à la déclaration solennelle des chefs d'État et de gouvernement sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique, en vertu de laquelle déclaration les États s'engagent à œuvrer pour la concrétisation de l'égalité et de l'équité entre les sexes. Le Mali a aussi adhéré aux objectifs du millénaire pour le développement, au M2, dont l'objectif 3 était relatif à l'égalité des sexes. Maintenant, ces OMD, maintenant on parle plutôt d'ODD, les objectifs de développement durable, qui ont remplacé les OMD. Ça, c'est quelques textes que je voulais citer par rapport aux droits de la femme. Mais il faudrait dire que malgré l'adoption de ces textes et la ratification de ces textes, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, parce que la réalité par rapport au statut de la femme est tout autre dans la mise en œuvre de ces textes-là. La mise en œuvre de ces textes pose quelques défis. Si je prends le droit de la famille, le code des personnes et de la famille contient encore, Madame la modératrice, je ne sais pas, j'ai combien de temps? Je sais pas, 10 minutes. Bon, donc je vais aller vite. Donc, par rapport au droit de la famille, le code des personnes, je disais que le code des personnes et de la famille contient encore des dispositions discriminatoires à l'égard de la femme. Le statut juridique de la femme est encore caractérisé par la coexistence des règles de droit moderne et du droit coutumier. L'exemple est illustré par l'héritage. L'héritage, il y a encore, en cas de partage d'héritage, vous verrez dans les juridictions, les juges sont complétés par des assesseurs coutumiers. Et quelque part, on a dit que c'est la coutume des parties. Donc, il y a le droit moderne, mais aussi qui est complété par la coutume. Alors que nous savons que
les coutumes d'inspiration animiste, par exemple, la femme est un élément du patrimoine successoral. Plusieurs ethnies refusent l'application des biens, l'acquisition des biens immobiliers tels que les concessions et les champs par les femmes. Et dans les coutumes musulmanes, la femme hérite, mais les règles sont discriminatoires à l'égard des veuves qui reçoivent le 8e contre un quart pour le veuf. Les filles ont la moitié de la part du garçon. L'influence du droit coutumier est très visible dans la loi applicable devant les tribunaux. L'homme, le mari, reste le chef de la famille et il exerce la puissance paternelle. Bon, je vois qu'on a enlevé ce mot-là. Le choix du domicile conjugal lui appartient. La femme lui doit obéissance. La répudiation est encore d'actualité malgré son interdiction par la loi. Et les violences, si je parle des violences aussi, les violences à l'égard des femmes sont courantes. Et l'actualité est éloquente en la matière. Je pense qu'il y en a qui marchaient aujourd'hui contre les violences faites aux femmes. Et il n'existe pas encore au Mali de texte de loi réprimant spécifiquement ces pratiques-là, même s'il existe un code pénal. Et il y a encore certaines violations, certaines violences faites aux femmes qui ne sont pas prévues par notre code pénal. Donc, malgré il y a beaucoup de plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Malgré tout, il y a des fléaux et des pratiques néfastes comme l'excision qui existent malgré leur caractère néfaste sur la santé de la femme. Sur le plan politique, je pense qu'il y a un sujet sur ça, mais le cas juridique, il n'y a pas de discrimination dans son domaine, mais avec l'adoption d'une loi sur le quota, 30% est quand même une avancée. Mais il y a quand même très peu de femmes dans les postes électifs et de nominations. N'eût été lors des dernières élections législatives, nous étions parvenus à obtenir 41 femmes sur 147. Je crois qu'on n'a pas atteint les 30%, mais c'est tout con. C'était quand même une grande avancée. Malheureusement, l'Assemblée nationale est dissoute suite à la crise socio-politique. Madame la modératrice, si je ne veux pas abuser du temps, dans le code, même dans le code, je disais qu'il y a des dispositions qui sont discriminatoires. Il y a l'âge au mariage. Le garçon et la fille n'ont pas le même âge au mariage. Le garçon est en avance par rapport à la fille. Nous étions battus pour que ça soit 18 ans pour les deux, mais malheureusement, la fille est encore à 15 ans ou 16 ans, je pense. 16 ans. 16 ans. Voilà, 15 ans avec l'autorisation des parents. Du père. Tu vois. Bon, vous avez vu que, donc, malgré... Mais il faut dire que malgré les obstacles qui persistent quand même, et ces défis-là, il y a eu quand même quelques avancées qui peuvent être notées relativement aux droits de la femme. Depuis l'indépendance à nos jours. Je vais citer quelques avancées qui restent à consolider. Et par exemple, il y a quand même eu des réformes, comme je l'ai dit, pour l'amélioration du statut juridique de la femme. Il y a eu des progrès dans la lutte contre les MGF. Et il y a aussi des progrès dans l'accès des femmes aux postes de prise de décision. Il faut reconnaître qu'il y a quand même eu des progrès. Et avec la création du ministère de la Femme, et on a salué ici Madame la ministre Afousetou, qui s'était dotée d'un plan et un programme national sur le genre qu'il faut saluer. Il y a une politique nationale genre et un programme national genre avec son plan d'action. Et l'interaction entre le Mali et les organes régionaux et internationaux de promotion des droits de la femme aussi est une bonne chose. La CDF et le protocole de Maputo qui sont utilisés comme outils de plaidoyer. Et l'existence de plusieurs organisations des droits de la femme qui s'impliquent dans la défense des droits de la femme. Et puis ils sont en train de travailler pour l'élaboration de lois réprimant spécifiquement les violences basées sur le genre. Donc en conclusion, Madame la modératrice, on peut dire qu'après plus de 50 ans d'indépendance, malgré les acquis et quelques avancées, et le long combat, la longue marche des femmes
pour la conquête de leurs droits n'est pas encore terminée. Au Mali, en général, les hommes jouissent d'un accès important aux ressources, un meilleur positionnement politique, une plus grande mobilité, une position privilégiée. Bon, mais il faut dire que il est important aussi d'harmoniser les textes. Il faut harmoniser nos textes avec les conventions internationales. Ça, c'est vraiment un défi parce que nos textes, certains de nos textes sont contradictoires avec certaines conventions internationales et régionales ratifiées par le Mali. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci. L'évolution du statut de la femme malienne de 1960 à nos jours. Vous avez touché à tous les progrès, si minimes soient-ils, qui ont été faits. Vous avez parlé également des obstacles qui persistent et vous avez formulé des recommandations, par exemple, en ce qui concerne l'harmonisation des textes nationaux avec les textes internationaux auxquels notre pays a souscrit. Effectivement, à chaque rencontre, nous parlons de ce besoin d'harmonisation de nos textes, mais ça prend du temps. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous allez vous retirer maintenant ou bien si vous allez attendre un peu avec nous. En tout cas, 15 minutes, ok, très bien. Donc, merci beaucoup. Vous aurez alors la chance d'écouter notre deuxième intervenante qui est Mme Founé Samake, la présidente de WILDAF Mali, qui va parler de la participation de la femme malienne à l'accession de l'indépendance de notre pays. Je me dois de rendre hommage à mes aînés qui sont dans cette salle, parce que je ne fais que suivre l'exemple de ces aînés, et spécifiquement Maître Afsatou Tiro, qui est une référence pour moi. Oui, effectivement. Donc, c'est un honneur pour moi qu'on puisse me donner la parole en de telles occasions, surtout en des dates commémoratives de l'indépendance de notre pays. Et c'est un peu avec un peu de tristesse que, à l'heure où le Mali fête ses 60 ans, qu'on puisse se retrouver face à une crise multidimensionnelle profonde. J'aurais voulu que cette rencontre puisse se tenir vraiment dans un contexte plus gai, parce que 60 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu. Donc, en ce qui concerne le thème de ma rencontre qu'on m'a donné, je dois vous informer tout simplement qu'il n'existe pratiquement pas de littérature par rapport à ce thème. Pourquoi il n'y a pas de littérature? Parce que les femmes, leur histoire, le plus souvent, est complètement ignorée. On ne s'en intéresse pas beaucoup. Mais cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas joué de rôle. 60 ans, c'est lointain, mais c'est peu. Il y a des femmes qui ont vécu ça et qui vivent encore. Donc, je me suis dit que je vais aborder le thème en partant sur le parcours d'une femme exceptionnelle qui a aussi joué un rôle primordial en ce qui concerne la participation des femmes pour l'accès à l'indépendance du Mali. Il s'agit d'une femme d'exception, une référence, Madame Awa Keïta. Je dois dire pour la jeune génération que Awa Keïta, elle est née un 12 juillet 1912 à Bamako. Bamako, à l'époque,
était la capitale du Soudan français. En ce moment, on ne parlait pas de Mali, mais de Soudan français. Et elle est née, comme vous le savez, à cette époque, dans une grande famille et dans une famille polygame. Quand elle a eu l'âge d'être scolarisée, le colon, c'est-à-dire les Blancs, avait besoin de femmes lettrées qui puissent parler à des femmes. Donc, leur initiative était que certaines filles puissent être scolarisées. Et comme le père de Awa Keïta était un tirailleur, les Blancs ont demandé, donc, donnez-nous votre fille pour qu'elle soit scolarisée afin qu'elle puisse nous servir à pouvoir, qu'elle soit utilisée dans les relations administratives avec le colon français et qu'elle puisse parler à des femmes qui ont des problèmes, des femmes indigènes, comme on aimait à le dire, entre guillemets. Donc c'est ainsi que Awa est allée à l'école, malgré la résistance de sa mère, qui disait qu'une femme qui part à l'école est perdue pour le mariage. Mais néanmoins, elle va aller à l'école et elle aura un parcours très brillant parce qu'elle en sortira sage-femme de son état. Le fait qu'elle soit une intellectuelle et qu'elle ait vécu dans une famille élargie, les discriminations, les injustices et les violences infligées aux populations indigènes, je dis entre parenthèses parce que tout ce qui n'était pas blanc à l'époque était considéré comme des indigènes, les Africains. Elle a été très sensible à ces injustices. Et elle s'était dit, pourquoi ne pas s'engager pour lutter contre ce système qui est la colonisation. Donc, un de ses objectifs va être d'organiser cette lutte, mais avec des femmes de son époque. Et son statut de sage-femme va lui permettre de pouvoir rapprocher plus les femmes et de pouvoir tisser beaucoup de relations avec elles. Parce que quand vous dites sage-femme, toutes les femmes à l'époque qui doivent donner naissance et devraient se référer à ces dames à l'époque qui étaient des sages-femmes pour donner naissance. On les appelait les sages-femmes africaines. Sur mon acte de naissance, il est écrit sage-femme africaine. Et je rends hommage à cette sage-femme africaine, paix à son âme, c'est Madame Sey, qui m'a fait naître à 100. À l'époque, elle était sage-femme africaine et sur mon acte de naissance, c'est sage-femme africaine. Donc, Awa était sage-femme africaine et son statut la permettait d'être en contact avec des femmes, de pouvoir échanger avec elles, d'éveiller plus ou moins leur conscience par rapport à leur situation, par rapport à ce mécanisme qui était là, qui était la colonisation. Donc, elle va être affectée à plusieurs endroits du Mali, du Sénégal, surtout en Casamance, en Guinée, etc., suite à son statut de sage-femme. Mais ces activités d'éveil de conscience ont aussi attiré l'attention du colon français qui la jugeait comme une activiste, comme, entre guillemets aussi, une communiste, une militante communiste. Attention. Donc, ce statut de sage-femme va permettre à cette dame de rapprocher les groupes politiques de son temps qui se battaient et qui avaient affiché leur position par rapport à la décolonisation du Soudan français. À l'époque, on ne parlait pas de Mali, mais de Soudan, qui regroupait le Sénégal, le Mali, la Haute-Volta, le Dahomey,
parce que ça, c'était des noms qui existaient à l'époque. On n'avait ni Bénin, mais c'était un groupe de pays en son temps qui constituait le Soudan français. En 1946, lorsque des élections vont être organisées, Awa va s'engager comme militante chargée de la propagande. Et elle va demander, parce que ces élections, c'était des élections sénatoriales. Non, attends. C'était des élections législatives à l'époque, je peux le dire, parce que c'était pour désigner des députés dans les colonies françaises. Et elle va s'engager, et ce vote va être organisé quand elle était à Gao, comme sage-femme, et elle va militer pour que les femmes, les hommes de cette localité puissent voter pour l'USRDA, qui était une organisation politique et qui affichait vraiment sa position par rapport à la décolonisation du Soudan français. Donc, elle va jouer un rôle primordial et l'USRDA va gagner aux élections à Gao. Cette situation va attirer l'attention du colon, qui vont l'envoyer comme punition en Casamance, au Sénégal. En se disant, Casamance, c'était en retrait, elle ne pourra plus rien faire, elle est dans une localité où elle n'est pas trop connue, donc elle ne pourra pas vraiment s'engager et impliquer d'autres dans la lutte pour l'indépendance de la Fédération des territoires sous colonisation française. Mais qu'à cela ne tienne, elle va adhérer maintenant de façon officielle à l'USRDA. Et à son adhésion, elle va être élue au sein du bureau politique. Donc, ça veut dire qu'elle va devenir une élite. Et cette élite va être un exemple pour les femmes. Elle va s'engager aussi à créer ce qu'on appelle l'intersyndical, c'est-à-dire un syndicat de toutes les femmes travailleuses à l'époque au sein du Soudan français. Et ce militantisme au sein du bureau de l'USRDA va lui permettre d'être élu comme député. Et pour la première fois, une femme est élue députée dans les colonies africaines dans le Soudan français. Donc, Awa Keïta va être aussi très impressionnée et très impactée par l'évasion de l'Éthiopie par l'Italie. Parce que l'Éthiopie était un État africain qui n'avait pratiquement pas connu de colonisation. Mais à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, en 1935, l'Italie va envahir l'Éthiopie. L'Éthiopie, à l'époque, était un grand pays de culture. Un grand pays qui avait pris de l'avance et qui était une référence pour tous les États africains qui étaient sous domination coloniale en son temps. Et il faut se dire aussi qu'à l'époque aussi, les femmes aussi bien que les hommes étaient assujettis aux travaux forcés. Donc, il fallait vraiment lutter pour pouvoir vraiment couper les chaînes de la colonisation, des travaux forcés, etc. Et Dieu faisant bien les choses, la Deuxième Guerre mondiale a pointé. Et le colon avait besoin d'hommes, non seulement pour aller renforcer les troupes et faire la guerre, mais aussi avait besoin des ressources pour pouvoir entretenir la guerre. Et ces ressources, c'est en ce moment, ma grand-mère me disait qu'elle passait des jours et des nuits à produire des bandes de cotonnade. Ces bandes de cotonnade, qu'est-ce qu'on en faisait? C'était pour faire des manteaux pour ces soldats qui étaient au front. Et les femmes étaient assujetties, on vous demandait une quantité de
cotonale que vous devrez vraiment livrer à un moment précis. Et si vous ne livrez pas, vous êtes assujettis à des châtiments, etc. Donc les femmes étaient assujetties à ça. Donc il fallait lutter pour mettre fin aux travaux forcés. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que les travaux forcés ont été abolis. Et dans le combat de Awa Keïta, elle va faire de Bamako l'épicentre du panafricanisme féminin. Comment? Elle va engager une lutte implacable contre l'injustice coloniale et elle va mettre en place avec d'autres africaines qui, on peut le dire, maliennes, comme Madame Aïssata Sow Koulibaly, et qu'elles vont fonder à Bamako une organisation dont je parlais tantôt, qui est le syndicat des femmes travailleuses. Et cette organisation va être créée en 1956. Et plus tard, elle va mettre en place l'Union des femmes du Soudan. Et cette union va avoir comme objectif de ne défendre que les droits des femmes et de servir de base pour la création d'une organisation panafricaine des femmes. Et là, cette organisation qu'on va mettre en place, c'est l'Union des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Et ça va être une plateforme pour pouvoir faire en sorte que toutes les femmes de l'Afrique de l'Ouest puissent se retrouver et conjuguer leurs efforts pour aller vers la décolonisation, appuyer les mouvements de décolonisation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Madame la modératrice, un moment. Donc, en 1960, cette organisation qu'elles ont créée va disparaître et suite au congrès des femmes de l'Afrique qui s'est tenu en 62 à Harare et qui va donner naissance à la future panafricaine. Cependant, le combat des femmes pour l'accession de l'indépendance de notre pays n'est nulle part structuré pour que l'on puisse dire vraiment c'est ce acheminement qu'elles ont suivi, voilà, c'est ce mouvement qu'elles ont créé. Elles ne s'affichaient pas. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux auxquels les femmes ont participé. Vous savez, il y a eu la grève des cheminots, du chemin de fer, et cette grève, elle a duré de 37 mars 37 en 38, où les femmes ont apporté un appui vraiment conséquent aux cheminots pour pouvoir tenir. Les cheminots ne voulaient que leurs conditions de travail et leurs conditions de salaire soient les mêmes que les conditions des cheminots français. Il y a eu des morts d'hommes qu'on a déplorés vraiment, mais ces cheminots ont été surtout soutenus par les femmes qui les ont, parce qu'ils n'avaient plus de salaire. Et ces femmes sont restées dans leur foyer, ont soutenu la famille pour que leurs hommes puissent mener la lutte contre la colonisation. Mais en conclusion, je dis une toute petite partie, en conclusion, qu'est-ce que je veux dire en conclusion? En conclusion, je dirais que nous devons de capitaliser la lutte de ces femmes. Parce que nulle part, il y a certaines littératures qui en parlent. J'ai trouvé quelques pans dans les écrits de Adamba Konaré, j'ai trouvé quelques pans dans les écrits de Madame Guetterlen, qui est une Française, mais ce ne sont pas des écrits qui parlent fondamentalement de ces actions. Nous devons de mener la recherche pour voir exactement qu'est-ce que ces femmes ont fait au moment des luttes pour l'indépendance. Ça existe et nous pouvons les mettre bout en bout
pour faire une histoire, faire notre histoire pour que nos enfants puissent en bénéficier. Mais je dirais aussi qu'il faut que ce pan de la lutte des femmes soit inscrit dans les programmes scolaires pour que les filles puissent en être fières et qu'elles puissent donner vraiment aux filles d'avoir confiance en elles-mêmes et se dire quelque part, ma grand-mère, ma tante, mon arrière-grand-mère a vraiment participé à une lutte qui a porté ses fruits aujourd'hui. Et tout simplement, je dirais, il faudra que nous puissions faire sortir notre histoire de l'homme. Je vous remercie.